Le mystère de Groom Lake continue. Nous avons suivi hors de la base secrète les avions qui transportent le personnel et ils ont atterri ici, à l'aéroport McCarran, juste à la sortie de Las Vegas. Il y a apparemment un peu plus d'une douzaine de vols qui chaque jour amènent et ramènent le personnel de la base la plus secrète de toute l'Amérique. Je pouvais être appelé n'importe quand. La personne au bout du fil pouvait me dire « Monsieur Lazar, il est 4h15 du matin, nous souhaitons que vous soyez à l'aéroport de McCarran pour 5h moins le quart. » L'avion décollait à telle ou telle heure, alors je me rendais là-bas, je me faisais enregistrer, je montais à bord et l'avion décollait pour Groom Lake. Alors que les employés de Groom Lake se dirigeaient vers leur voiture, nous avons tenté de pénétrer dans l'aérogare. Arrêtez-vous immédiatement. Pourriez-vous m'indiquer quelqu'un de la base qui pourrait me fournir des renseignements? Ok, voilà ce que je vais vous dire. Vous violez une propriété privée. Vous violez une propriété privée. Vous êtes de notre côté de la porte. Et je vous conseille maintenant de quitter les lieux immédiatement. Est-ce la propriété du gouvernement? Faites ce qu'on vous dit. C'est une propriété privée, vous la violez. Veuillez quitter les lieux. Est-ce la propriété du gouvernement ou est-ce juste privé? Pas de commentaires. Vous violez la loi. Ok. Qui essayez-vous d'embrouiller, mon gars? J'essaie juste de trouver... Vous me racontez des foutaises. Tirez-vous. Vous pourriez nous orienter vers quelqu'un pouvant nous donner des éclaircissements. Au revoir. Tandis que nous sommes expulsés de l'aéroport, un autre vol Jeannette décolle en direction de Groom Lake. Nos recherches nous ont appris qu'une société privée travaillait avec les militaires américains de la zone 51. Nous pensons qu'il s'agit de la société Projets Spéciaux EG&G. Elle travaille depuis les 50 dernières années sur des projets confidentiels et top secrets en collaboration avec le gouvernement américain et l'on dit qu'elle est propriétaire des vols Janet qui emmènent les employés à la base et que c'est d'elle que proviennent l'appui technique et les dispositifs de sécurité nécessaires à la duplication d'engins extraterrestres. Je ne travaillais pas directement pour EG&G. J'ai simplement eu un entretien dans un de leurs locaux à l'aéroport McCarran. Peu de temps après, on me rappela pour ce nouveau travail à S4 et l'on m'expliqua que cela avait trait à une sorte de système de propulsion par induction. Et j'ai supposé qu'il s'agissait de travailler sur un genre d'avion d'avant-garde. Vraiment, j'étais enthousiasmé par cette situation. Vous devez quitter cette propriété privée. Alors je vous prie de cesser de filmer et de partir, s'il vous plaît. Avez-vous un rapport quelconque avec la base de Groom Lake? Je vous demande simplement de quitter cette propriété. Cette société a-t-elle un rapport avec les avions qui décollent de McCarran? Le G&G a été la principale société civile sous contrat avec Groom Lake, pratiquement dès le début. Ce sont des gens qui, comment dire, les militaires vont et viennent, d'autres sociétés sous contrat passent et s'en vont, mais le G&G est sous contrat depuis le tout début. Et donc si quelqu'un sait ce qui se passe, c'est le G&G. Mais ils ne disent rien. Nous avons téléphoné à l'EG&G pour essayer de clarifier leur rôle vis-à-vis de la base. Mais ils se sont contentés de confirmer que la société travaillait sur divers contrats confidentiels pour le ministère de la Défense en divers endroits reculés du Nevada. Ils refusent de s'étendre sur la nature exacte de leur travail, mais affirment que c'est en rapport avec la PEM, la propulsion électromagnétique. Si des engins extraterrestres ont été retrouvés et ensevelis profondément sous le désert du Nevada, alors le pouvoir de divulguer au public une telle information réside quelque part dans les couloirs de Washington. Comme me l'a dit une personne du renseignement, le problème n'est pas d'obtenir l'information, mais de diffuser la vérité. Observe-t-on des engins extraterrestres au-dessus de Groom Lake ou s'agit-il d'appareils fabriqués par l'homme? L'armée américaine aurait-elle développé une technologie permettant de construire des soucoupes volantes? Il y a beaucoup de choses qui tiennent debout dans ce phénomène OVNI, dans cette histoire d'intelligence extraterrestre. Il y a là quelque chose qui n'a rien de nouveau pour les militaires américains. Il existe des programmes sur lesquels ils travaillent actuellement qui sont en avance de 50 ans sur tout ce que vous et moi pourrions concevoir. Les équipes du Projet Noir œuvrent sans être surveillées par des commissions officielles, ou par le Congrès si vous préférez.
Je trouve cela extrêmement angoissant, effrayant. C'est le pire scénario à la Big Brother qui soit. Tout est dirigé par les extraterrestres. Ils nous dépassent à un tel point en termes de technologie que je ne crois pas que nous ayons une seule chance. Je crois que nous n'avons pas encore levé un seul coin du voile au sujet de ce qui se passe ici en matière de soucoupe volante. Il existe un certain nombre d'activités, certaines confidentielles, se déroulant dans ce qu'on appelle souvent le complexe de la zone d'essai de l'Air Force de Nellis. Cette zone d'essai est employée afin de tester divers systèmes et technologies, et pour la mise au point d'opérations indispensables à l'efficacité des forces militaires américaines et à la sécurité des États-Unis. Il y a un lieu de manœuvre près de Groom Dry Lake. Certaines activités et opérations spéciales réalisées sur la zone d'essai de Nellis, à la fois présentes et passées, demeurent confidentielles et ne peuvent être commentées. Je ne travaillais pas pour le gouvernement des États-Unis. Je travaillais pour un gouvernement satellite de ce pays. Pour ce qui est du Sénat, le seul qui s'intéressait à tout cela était Bob Dole. En ce qui concerne les présidents, les seuls que j'ai rencontrés dans les installations depuis les années 50 et 60 furent Nixon et Bush. Nous avons contacté l'ex-président Bush pour lui demander ce qu'il savait sur les engins extraterrestres retrouvés et sur les recherches menées dans la zone 51. Nous avons reçu une réponse par fax. Malheureusement, nous ne pouvons fournir une réponse aux questions que vous nous avez envoyées. La politique de longue date du président Bush est de ne pas commenter, de ne pas s'adonner à des spéculations portant sur de soi-disant programmes confidentiels de tel ou tel type. Un confident proche de George Bush, ainsi qu'un homme bien au fait de la zone 51, est l'amiral Bob Inman. Ses références sont impeccables. Il fut à la fois directeur du renseignement maritime et de l'Agence de la sécurité nationale, ainsi que directeur adjoint de l'Agence de renseignement de la défense et de la CIA. En 1989, lors d'une conversation téléphonique avec Bob Huxler, il fit allusion à des engins récupérés devenant disponibles pour la recherche. Envisagez-vous que certains des engins récupérés puissent jamais profiter à la recherche technologique, en dehors des cercles militaires? Là encore, sincèrement, je ne sais pas. Il y a environ 10 ans, la réponse aurait été non. Le climat et l'époque ne sont plus les mêmes, et il commence à être plus ouvert à cette idée. Il y a une possibilité. Ils savaient, d'un point de vue officiel, que ces engins, ces objets existaient, qu'ils étaient détenus par les militaires américains et qu'il existait des projets scientifiques en rapport avec ceux-ci. Je crois qu'il s'agit de la première révélation faite par quelqu'un d'aussi haut placé dans le gouvernement américain, tout spécialement au sein du renseignement, qui, de fait, reconnaît que nous sommes réellement impliqués, que les ovnis sont réels, qu'ils furent mis au point par une intelligence non humaine et que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes rentrés en possession de cette technologie. Inman ne révèle pas grand-chose. Il n'y a pas de référence, pas de mention d'ovnis, d'engins spatiaux, rien de ce genre. La conversation est centrée sur des engins récupérés, de la technologie et ainsi de suite. Mais l'amiral Inman était au courant du sujet et nous savons par son directeur adjoint, Tom King, qu'il n'était pas question de discuter publiquement de ces sujets, des sujets dont s'entretenaient Huxler et Inman en raison des lois sur le secret national. Il a demandé que vous ne le citiez pas et que vous ne mentionniez en aucun cas son nom sans qu'il ait d'abord donné son assentiment. En 1982, Inman quitta l'administration gouvernementale pour devenir président de la Compagnie internationale d'applications scientifiques de San Diego. Chose intéressante, l'un des principaux secteurs de recherche de la compagnie touche au système de propulsion antigravitationnelle, la même méthode de propulsion employée pour les soucoupes volantes sur lesquelles travailla Bob Lazar à la zone 51.
Le Jane's Defense Weekly, un périodique de vulgarisation sur les questions militaires ou liées à la défense, publia un article au sujet de cette compagnie. Il y a un post-scriptum à cet article qui dit que toute personne croyant que la science de l'antigravité est trop hermétique, trop ésotérique même pour l'US Air Force, devrait prendre en compte les études sur la propulsion électrique entreprises par la Compagnie internationale d'applications scientifiques pour le laboratoire Phillips. Le premier objectif de cette étude était d'ébaucher des moyens matériels permettant de vérifier des théories portant sur le couplage par induction de forces électromagnétiques et gravitationnelles pour déterminer si elles pouvaient ou non s'appliquer à la propulsion aérospatiale. En termes plus simples, il s'intéressait à un système de propulsion antigravitationnel. Certains considèrent cela comme l'ultime saut quantique. Eh bien, c'est possible. 1, parce que j'ai vu le dispositif permettant d'y parvenir. Et 2, parce que c'est une théorie tout à fait applicable. La gravité déforme le temps. Et comme je le dis, ça n'est pas de la théorie. Nous savons que c'est vrai, et si vous l'employez pour infléchir espace et temps, lorsque vous vous retrouverez à votre point de départ, vous y serez entre les tic-tac d'une horloge. Nous avons appelé l'amiral Inman afin de découvrir ce qu'il sait au sujet de la zone 51 et pourquoi sa compagnie travaille sur ce système de propulsion reposant sur l'antigravité. Allons droit au sujet qui vous intéresse. J'ai eu l'occasion, à divers postes que j'ai occupés, de poser la question « Y a-t-il des preuves convaincantes ?» Quand j'étais vice-directeur de l'Agence de renseignement de la Défense, que j'étais à l'Agence de la Sécurité nationale, que j'étais à la CIA, j'ai eu plusieurs fois l'occasion, en chacun de ces endroits, d'aller demander « Possédez-vous des preuves convaincantes de l'existence d'ovnis ou d'extraterrestres ?» Et la réponse fut toujours « non ». L'article paru dans le périodique Jane's mentionne la Compagnie internationale d'applications scientifiques et affirme que certaines des choses sur lesquelles elle travaille relèvent de l'ultime saut quantique. S'agit-il de systèmes de propulsion basés sur la gravité et pouvant nous paraître inédits? Que sont-ils exactement et sont-ils vraiment employés pour propulser des engins volants? Je réfléchis parce que je veux être sûr de ne pas exagérer les faits. Nous sommes là sur un terrain un tant soit peu délicat. Depuis des années, je pense que certaines des premières allégations au sujet d'activités dans le Nevada il y a 15 ans pourraient très bien provenir des vols d'essais de prototypes de certains avions furtifs. Pour certains phénomènes, il y en a qui sont tout à fait scientifiques. Il y en a qui seront quelque chose d'aussi simple que des ballons météo partant à la dérive, qui se sont perdus et errent ça et là. Mais il y a probablement des faits directement liés aux expériences de la fin de ce siècle, relatives à ce que sera la technologie militaire à l'aube du XXIe siècle, en matière d'avions de reconnaissance comme en celle d'avions de combat. Voici la base Air Force de Nellis, l'une des premières installations militaires d'Amérique. Elle est divisée en 4 zones principales. Les zones d'essai de Tonopah et du Nevada, où ont lieu les essais nucléaires américains top secret, ainsi que la zone de bombardement de Nellis, où les derniers jets et bombardiers sont mis à l'épreuve. Elle abrite également la zone 51, et donc, s'il y a des soucoupes volantes effectuant des vols d'essai au-dessus du désert, alors le personnel de Nellis est parfaitement au courant. Nous avons été contactés par une ancienne opératrice radar de Nellis. Elle a confirmé avoir été témoin d'un test confidentiel de soucoupe volante dans la zone d'essai. Elle a quitté l'Air Force en 1985 et elle est trop effrayée pour révéler sa véritable identité. Le test de la soucoupe volante a eu lieu une nuit à quelques kilomètres de la base. Je me trouvais à ce moment-là sur la plateforme du camion radar. C'était la nuit et je regardais le ciel parce qu'il y avait des soucoupes volantes. La plus proche de moi, je pouvais l'observer à peu près dans le détail. J'étais avec un groupe de personnes et je n'en connaissais aucune, et aucune d'elles ne semblait connaître les autres, de sorte que c'était comme si nous étions tous très isolés. Personne ne parlait à personne, c'était très effrayant.
parce que ce que je regardais était clairement quelque chose de très très confidentiel. Et il y avait 2 personnes qui parlaient dans un camion radar. Je pensais qu'il s'agissait d'officiers, bien qu'aucun d'eux n'ait d'insigne de grade ou d'insigne nominatif. Les manœuvres qu'elles exécutaient étaient très sophistiquées et je pensais qu'elles étaient pilotées par des extraterrestres, sachant exactement quelles manœuvres ils pouvaient effectuer. Durant ce test, elle fut emmenée à ce qu'elle pensa être la zone 51. Nous avons été emmenés dans une installation médicale qui était très sophistiquée. Quelqu'un est venu et m'a emmené jusqu'à une salle d'examen. Et là, on me fit allonger sur une table en inox. Puis quelqu'un rentra dans la pièce, fit le tour de la table jusqu'à être près du côté droit de ma tête. Il me répéta d'une voix monotone et vraiment impassible: restez calme, restez calme, restez calme. Je m'aperçus alors qu'il était tout près de ma tête, qu'il tenait une seringue hypodermique cachée dans sa main. Il l'enfonça directement dans le côté droit de mon cou et il injecta son contenu directement dans mon cerveau. Il lui aura fallu 15 ans pour décider de livrer ces informations. Ça m'a été très difficile d'en parler. Il me semble qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, ça va un peu mieux. Mais la première fois que j'en ai parlé, c'était comme si ma bouche ne voulait même pas former les mots. Comme si les sons ne voulaient pas sortir de ma gorge. Tout ce que je peux déduire de cela, c'est qu'on m'a fait un lavage de cerveau pour ne pas en parler, pour ne pas m'en souvenir. Et si je m'en souvenais, pour ne jamais en parler à personne. Pas plus tard qu'il y a 10 ans, ce Lockheed A-12 qui s'envole de Groom Lake était encore l'un des appareils militaires les plus top secrets de l'US Air Force. Si vous l'aviez observé dans le ciel nocturne, on vous aurait pardonné de le prendre tout simplement pour un ovni. On peut alors se demander combien de centaines de milliers d'observations d'ovnis chaque année ne sont dues à rien d'autre que des engins militaires, et si le grand secret de Groom Lake ne serait pas simplement le descendant au XXIe siècle de cet avion. Le premier pilote d'essai fut Lou Schalk. La première fois qu'il a vu cet avion, il s'est frotté les yeux. Il s'est retourné, est sorti du hangar de production, puis est revenu sur ses pas. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Au départ, il comptait l'appeler El Salvador, et non Cygnus, pour la simple raison qu'en espagnol, cela veut dire « le Sauveur » ou « Jésus-Christ ». Tous les gens qui voyaient l'avion ne pouvaient en croire leurs yeux. C'était un avion à la Buck Rogers. Cet avion fut construit et conçu il y a presque 40 ans. 40 autres années plus tôt, l'objet volant le plus sensationnel était le Sikorsky P-35. Et encore 40 années avant, c'était le ballon dirigeable. Alors on peut dire que la technologie ne s'est pas tourné les pouces. Il y a donc de très grandes chances pour ce que nous observons en fait d'OVNI soit un moyen de transport du XXIe siècle dû à l'homme. L'US Air Force, d'après la dernière demande budgétaire, devrait dépenser à elle seule plus de 11 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production d'armes secrètes d'un genre ou d'un autre. C'est bien supérieur aux dépenses de toute la recherche et production militaire de n'importe quel autre pays du monde. Je suis vraiment inquiet car les équipes du projet noir opèrent sans contrôle des commissions officielles, du Congrès si vous préférez, à l'abri du regard du public, avec des budgets occultes dont personne ne sait où ils vont ni pourquoi ils sont employés. Je trouve cela extrêmement angoissant, effrayant, le dernier cri d'un scénario à la Big Brother. Je crois qu'une des meilleures raisons pour tout classer secret est qu'il existe une sorte d'arme vraiment effrayante. Pensez maintenant à la quantité d'énergie que peut dégager ce dispositif de guerre, si vous voulez le voir sous cet angle, et il est à l'évidence muni d'une arme potentielle.
Imaginez simplement la possibilité de déployer quelque chose de ce genre d'une manière virtuellement instantanée, n'importe où dans le monde. Vous avez un conflit au Moyen-Orient? Combien de temps cela vous prend pour y envoyer un porte-avions? Eh bien, ça prend un temps assez long. Et là, nous avons une arme effrayante qui vole, qui virtuellement peut aller n'importe où, d'une manière immédiate et réduire un ennemi en cendres. Alors là, oui, c'est quelque chose qu'il faut garder secret. À n'importe quel prix, parce qu'il s'agit de quelque chose avec lequel vous pouvez presque conquérir toute la planète. Je suis convaincu que des êtres humains construisent des engins volants en forme de soucoupe. D'ailleurs, dès 1960, les militaires américains avaient mis au point un disque pouvant en manœuvrer silencieusement. Des soucoupes volantes fabriquées par l'homme existent en effet. Il y a l'Avrocar qui décolla en 1955 dans le secret le plus total, moins de 10 ans après qu'on eût soi-disant retrouvé des soucoupes extraterrestres à Roswell, Nouveau-Mexique. Un mémorandum de la CIA en 1955 affirmait que l'Avrocar était basé sur des recherches que menaient les scientifiques allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons obtenu le seul film jamais réalisé sur les premiers vols d'essais top secrets effectués en 1960 au Nevada. Pourquoi a-t-on fait dans les années 50 cet essai militaire d'engins volants alors même que le projet Blue Book niait leur existence? Était-ce un moyen de cacher les véritables soucoupes extraterrestres testées aux alentours de la zone 51? Tout comme le projet Blue Book, l'Avrocar fut soudainement stoppé à la fin des années 60 après que des millions de dollars eurent été dépensés. Aucune raison ne fut fournie. Plus récemment, l'entreprise Lockheed Skunk de Palmdale, Californie, dévoila le projet Dark Star, un avion de reconnaissance sans équipage. Qu'on l'observe dans un hangar ou dans le ciel, il s'agit bien d'un objet volant non identifié. Je crois qu'il est temps que vous jetiez un œil à la dernière née des stars du monde de la reconnaissance aérienne. Mesdames et messieurs, je vous présente Dark Star. Dark Star est un avion d'apparence très inhabituelle. Il possède une structure en forme de soucoupe et une paire de très longues ailes très minces fixées à l'arrière. Comme beaucoup d'avions furtifs, dont le B-2, son apparence change radicalement selon l'angle sous lequel vous l'observez. Si vous voyez cet avion d'une manière, disons, latérale, vous pourriez penser qu'il s'agit de quelque chose de totalement étranger, n'ayant rien à voir avec aucun engin conventionnel, et certainement plus proche de ce que les gens ont décrit comme étant des soucoupes volantes. Je crois qu'il est fort possible que certaines des choses qui sont actuellement mises au point aux États-Unis soient d'une nature tellement révolutionnaire et encore si secrète que lorsqu'elles sont parfois aperçues, car elles sont inévitablement aperçues à un moment ou à un autre lorsqu'elles sont testées, on peut les prendre pour ce que les gens pensent être des ovnis. Systématiquement, à tout moment, la technologie que nous possédons est de 5 ou 10 ans en avance sur la technologie dévoilée au public. Mais ce genre de choses ne volent pas au-dessus des têtes des membres du public médusés. Elles volent exclusivement dans des zones d'essai bien précises, des zones dangereuses, et donc les choses qu'on nous décrit comme des ovnis ne sauraient être les nôtres. Nous avons enquêté sur Dreamland durant plus d'une année. Bien que nous n'ayons pas vu de soucoupe volante ou de cadavres extraterrestres, nous avons vu des lumières dans le ciel et il ne pouvait s'agir d'avions, militaires ou non. Nous avons fait la preuve, sans l'ombre d'un doute, que la zone 51 et une vaste base souterraine à Groom Lake existent bel et bien. Nous avons vu des employés arriver et repartir en avion de cet établissement. Et nous avons parlé à des gens qui auraient travaillé à la zone 51, s'occupant de reproduire des engins extraterrestres récupérés. Nous avons vu de véritables images de soucoupes volantes créées par l'homme, à la fois d'origine américaine et d'origine russe. Et il y a des entrepôts dans tous les États-Unis qui contiennent des dossiers comme ceux-ci, pleins de rapports ovnis et de récits d'enlèvement par les extraterrestres. Toutes ces preuves sont-elles imaginaires? Je ne le pense pas. Comme nous approchons de la fin du millénaire, l'humanité va devoir faire face à l'effrayante réalité. Nous ne sommes peut-être pas seuls, et un nombre choisi d'officiels du gouvernement américain le savent depuis un certain temps. Il m'arrive de penser, comme toutes nos différences entre nations du monde entier disparaîtraient, si nous devions faire face à une menace extraterrestre venant d'un autre monde.
Et je vous le demande, une armée extraterrestre ne serait-elle pas déjà parmi nous ?